Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Arnaud. Vas-tu bien? Bonjour, très bien et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de l'évaluation de la posture au niveau de Azure. Et là, d'entrée de jeu, je vais faire définir la portée. On est vraiment 100% Azure, on n'est pas M365. Fait que les gens qui sont entre les deux, là, on est vraiment côté Azure. Il y a une panoplie d'outils que Microsoft nous donne accès, qui sont très utiles, et certains autres qui sont un peu en périphérie. On va faire le tour de tous ces éléments-là, justement pour nous aider à avoir une posture adéquate pour tout notre workload, comment nos éléments sont configurés, comment nos landing zones sont configurées, comment les choses se représentent réellement et justement ne pas exposer inutilement aux méchants pirates nos infrastructures et nos données. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Ok, parfait. Comme tu l'as mentionné, Azure comporte beaucoup d'outils et on a souvent des réutilisations de noms. Donc effectivement, quand on parle d'Azure, généralement on parle de l'exécution ou le compute, les services de stockage, tout ce qui est en fait infrastructure. Donc ça écarte la partie applicative type Microsoft 365, Office et toutes ces parties SaaS. Les points communs, on le verra par la suite, c'est la partie identité avec Azure AD qui finalement est le point de départ chez Microsoft dans leur technologie infonuagique. Au niveau des assessments, on a différents outils ou au niveau des revues, on va dire, de posture de sécurité pour avoir une vue globale. On a plusieurs outils chez Microsoft. Je vais faire la liste rapidement de ceux qu'on pourra discuter, puis après on va pouvoir un peu avancer. On a un outil natif qui s'appelle Azure Advisor, qui est une sorte d'assistant WAF, en fait, qui va évaluer les différents piliers qu'on aurait, notamment la sécurité, qui est un domaine qui me passionne. On a Azure Policy, qui lui va plaire aux équipes de conformité, mais qui va aussi être la main droite forcément, ou le bras gauche, peu importe, de la gouvernance, pour pouvoir forcer des règles ou pour pouvoir suivre un peu l'évolution et le rattrapage. On a une solution qui est native, qui est un ancien CSPM, Synapse, ça dépend des noms qu'on peut leur donner, mais qui est une sorte de couteau suisse ou multi-usage, qui est Defender for Cloud. On verra un peu plus tard. On a aussi l'équivalent en termes de posture ou de recommandation du côté d'Azure AD pour la partie identité, c'est l'Identity Secure Score, qui nous donne aussi des points pour nous évaluer, nous suivre, et puis des recommandations. On a des outils ensuite qui sont faits par des collaborateurs ou des membres de la communauté comme AsGovVis ou Azure Governance Visualizer. C'est un outil qui fait partie, du moins qui est listé dans la liste des outils du CAF, donc le Cloud Adoption Framework de Microsoft, dans la partie Ready, je crois. Donc ça permet d'évaluer ou d'avoir un instantané ou un snapshot de son infrastructure et voir son implantation par rapport au respect des règles du CAF. On a des outils ensuite fournis pour faire des petites révisions, on va dire, des bonnes pratiques. Ça peut servir lorsqu'on ne veut pas utiliser, par exemple, les outils comme Defender, comme AskQR, qui est Quick Review, CCO Insight, qui est un outil qui nous permet d'avoir des tableaux de bord Power BI. Donc, quand on ne veut pas forcément se connecter sur l'infrastructure, mais avoir des métriques ou des indicateurs. Des outils comme Template Analyzer, qui est un outil d'analyse de code. C'est toujours intéressant aussi d'aller voir si les politiques s'appliquent et que le code correspond à ce qu'on attend normalement dans l'infonuagique. Puis ça fait pas mal le tour. Correct? Oui, c'est très correct. C'est très vaste aussi. Fait qu'on, justement, on va aborder les points principaux dans chacun. Au pire, on reviendra dans un gros épisode pour peut-être creuser certains éléments qui auront besoin. Parce qu'il y a beaucoup de matière. Parce que tu me l'as montré en avance de phase, fait que c'est des éléments intéressants. Fait que je vais te laisser aller avec ça. C'est super intéressant parce que on a à notre disposition quand même souvent dans la licence, dans les outils de base sont intégrés, puis c'est très important d'utiliser parce que on serait fou de pas justement se servir de ce que Microsoft nous offre pour ne pas se mettre dans le pétrin. Puis sachant que la journée qu'on enregistre, il y a beaucoup de bruit au Québec sur ce qui se passe. Donc, ce serait très important justement qu'on n'en échappe pas une puis qu'on fasse les journaux. Bien sûr. À savoir que tous ces outils, ça couvre encore une fois la sécurité. C'est une course sans fin, donc il vaut mieux prendre le relais et constamment s'entraîner.
Là, c'est pour prendre un instantané, hein, pour avoir un suivi, pour suivre une tendance et toujours aller dans l'amélioration. Mais il y a encore beaucoup d'éléments qui sont en dehors de ça, comme l'analyse de menaces à l'intérieur des workloads, comme l'analyse de code ou tout ce qui sera en amont, comme la gouvernance qui serait non technologique, parce que ces outils-là ne sont pas capables d'aller vérifier les processus humains, par exemple. Donc, faut pas non plus être aveugle. Lorsqu'on voit qu'on est conforme d'un point de vue Azure sur les évaluations techniques, ça veut pas dire qu'on l'est forcément sur tout ce qui pourrait dépasser le cadre de la technique. Mais quand c'est gratuit ou quand ça vient avec l'offre, autant en profiter. On va commencer par Azure Advisor, qui est un outil, il y a son équivalent aussi dans AWS ou dans les différents services. C'est un outil qui permet en fait d'avoir une évaluation des bonnes pratiques sur les piliers que sont la reliability, la security, l'optimisation des coûts, les fameux piliers que Microsoft met en avant, que les différents fournisseurs en fait mettent en avant. Et puis, un de ces piliers, c'est la sécurité tout simplement. Donc, en fait, Advisor nativement va fournir, donc on peut toujours aller voir, un ensemble de recommandations avec une pondération selon le risque. Le risque n'est pas forcément par rapport à l'exposition. Il n'a pas forcément de vision à ce niveau-là, savoir est-ce qu'on a réellement des connexions extérieures, est-ce que c'est consommé ou ce genre de choses. Mais c'est par exemple, non, on n'expose pas une machine sur Internet ou on n'expose pas un port 1433. C'est pas une bonne pratique, ça ne l'a jamais été, puis ça le sera probablement jamais. Non, mais pourquoi? Pourquoi un ça dépend du 1433? contexte. Pourquoi? Ça dépend du contexte. Si c'est un contexte de laboratoire pour voir en combien de temps une machine commence à avoir de la visite non désirée, ça peut être intéressant. Ça peut être pour des paris, peu importe, mais globalement, il faut toujours aller voir là-dedans. Et puis en fait, il y a aussi un gain financier parce qu'il peut y avoir des considérations de coûts. Puis en fait, des gains de sécurité peuvent être gratuits pratiquement en sauvant des coûts qui ont été dépensés à des endroits mal configurés. Donc toujours aller vérifier cette partie-là qui est le advisor. Si vous l'utilisez pas, je vous invite à aller le voir tout de suite. Donc ça, c'était le WAF Assistant qui est un des modèles de Microsoft. Le deuxième outil qui vient dans Azure, qui est intéressant à évaluer et qui, dépendamment en fait des outils qu'on utilise en dessous, va être plus ou moins important et va être plus ou moins coûteux. C'est Policy. Azure Policy, en fait, ça permet d'apporter de la conformité. On a deux aspects dans Azure Policy. On a un aspect audit, évaluation, tout simplement, parce que les politiques, les stratégies plutôt, parce que c'est pas des politiques, les stratégies peuvent avoir des effets différents. Elles peuvent corriger des comportements anormaux sur certaines ressources, sur certains paramètres de ressources. Elles peuvent déployer automatiquement. C'est l'effet DINE, Deploy if not exist par exemple, ou elles peuvent refuser une action. Typiquement, j'en prends un qui est toujours très simple, c'est si on veut déployer un serveur SQL alors qu'on a dit qu'on interdisait les serveurs SQL, parce qu'on est plutôt une shop par exemple de MySQL, en fait, le cloud pourrait tout simplement nous refuser de le faire. C'est très complémentaire des politiques qu'on pourrait avoir au niveau resource base and access control. L'avantage qu'il peut y avoir avec les policies, c'est que déjà on peut avoir un effet séparé. On peut être simplement en audit pour avoir un instantané ou voir un peu l'état des lieux, savoir les travaux qu'on aura à faire pour être conforme face à un cadre, le SOC, le NIST ou le BPPM pour le PBMM plutôt pour la partie canadienne. Mais il permet aussi d'appliquer les règles de gouvernance globales, les règles de gouvernance par exemple de convention, d'héritage, d'activation de fonctionnalités, de journalisation, de sauvegarde. Je crée une machine, j'ai oublié de mettre les backups. La politique automatiquement va configurer les backups sur la machine. C'est plutôt rassurant et ça permet de garder le contrôle. Là aussi, c'est important, allez voir ça. Par défaut, lorsque vous avez, on parlera de l'outil juste après, Defender for Cloud, vous avez une évaluation des bonnes pratiques un peu plus poussée que propose Microsoft avec son benchmark, son baseline de sécurité justement qui vient avec Defender. Au niveau de la portée de Azure Policy, ça couvre tout le volet PaaS, j'imagine, de Azure, c'est-à-dire le Azure SQL et ainsi de suite, ou ça va plus loin jusque dans les Kubernetes ou dans les choses un peu plus terrain, si on veut, là? En fait, tout ce qui est consommable par les API de Microsoft sera dans les policies. Donc, ça va être, si c'est un service Microsoft, ça sera visible.
J'ai pas travaillé moi sur des policies qui iraient voir à l'intérieur d'une machine ou ce genre de choses. Je suis pas certain que ça soit quelque chose qui soit forcément nativement visible. Potentiellement, je suis pas un expert en policy, mais je sais que c'est des choses qui sont à regarder. Ça peut être suffisamment complexe. Il y a des choses, il y a beaucoup de contrôles déjà de base. Intéressant à regarder jusqu'à où ça peut aller. Toujours savoir que quand il y a un cadre, toujours se poser la question, est-ce qu'on a été suffisamment loin, ou est-ce qu'effectivement dans le cadre d'un Kubernetes, est-ce qu'on a besoin de mettre des outils à l'intérieur sur nos nodes pour aller plus loin en termes d'audit et de conformité, par exemple sur des clusters où les choses seraient assez fermées. Hop là, outil suivant dans la boîte à outils de chez Microsoft. L'outil suivant, c'est Defender for Cloud. Juste un instant que je retrouve mes notes. Donc Defender for Cloud, c'est probablement y avoir un nouveau acronyme à 4 lettres dans 6 ou 48 mois. Mais c'est une Cloud Native Application Platform, CSPM, Workload Protection. Ça fait plein de choses. L'aspect qui nous intéresse pour la partie vraiment audit, parce qu'il y a une version gratuite qui vient lorsque vous consommez des services dans Azure, c'est la partie vraiment CSPM et c'est surtout la partie Secure Score et recommandations. Bien sûr. Ouais, puis je vais rajouter pour ceux les plus vieux, c'est l'ancien Security Center qui était sous ce vocal-là. Moi, quand j'ai commencé, c'était le Security Center qui était là. Mais effectivement, les noms changent très rapidement. Il y a encore des traces dans les documentations. On trouve les Azure Security Benchmark V1, V2 qui alimentaient le ASC. On retrouve encore des policies, des initiatives qui portent ce nom-là dans Azure. Avec le nom Security Center, puis je suis certain que dans les API, on le retrouve encore. Je vais pas faire des requêtes tous les jours, mais les noms changent plus rapidement que les configurations dans les outils, on va dire. Mais le principe, il est là, c'est que Defender, donc pour reprendre un peu le nom mêlant qu'on peut retrouver aussi dans Defender, dans M365, parce que c'est vraiment la thématique de sécurité de Microsoft. Defender for Cloud, lui, il a un focus vraiment sur l'infrastructure et les ressources infonuagiques dans les abonnements Azure. Il est multi-cloud depuis quelques temps, mais ça fait pas non plus 10 ans. Il peut même s'intégrer avec des systèmes internes. Ouais, j'ai apporté une nuance parce que Microsoft Defender for Cloud et Microsoft Defender for Cloud Apps, c'est deux produits distincts, mais qui ont le même maudit début de nomenclature. Justement, pour pas qu'on se mêle, parce qu'on ne parlera pas de Cloud Apps, parce que c'est des M365, c'est pas dans la portée de ce qu'on regarde. Là. Qui sont identiques, effectivement. Pour apporter de la confusion, Microsoft est plutôt sur la bonne track. Cela dit, c'est des outils dans la même thématique. Donc l'idée, elle est plus là, faut plus le voir comme un ensemble d'outils de fonctionnalités. Mais effectivement, des fois, ça peut être un peu confusant ou mêlant. Mais la partie intéressante, vraiment, c'est la partie recommandation. Et là encore, Microsoft reprend les principes. Les scores, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Les notes, ça vaut ce que ça vaut. On peut être 100% compliant et ça veut pas forcément dire qu'on va pas avoir de soucis de sécurité. Mais c'est quand même un indicateur. C'est-à-dire que si à fur et à mesure du temps, la note, elle se dégrade, ça peut quand même donner une tendance qu'on n'est pas vraiment en train d'orienter les travaux dans la bonne direction par rapport au référentiel de sécurité. Cela dit, 100% ou 90%, ça ne veut pas non plus dire qu'on est parfait. Il y a toujours des possibilités de passer à côté. Mais le Secure Score, il donne un indicateur. Comme les scores d'audit au niveau conformité, comme les scores d'audit d'évaluation, on verra tout à l'heure au niveau identité. On a besoin d'indicateurs de chiffres, ça nous parle. Les humains, on est un peu plus. Ça aide ça aide quand même à orienter les efforts. Puis pour l'avoir largement utilisé, il y a des fois qu'il y a des choses qui sont non applicables, qui nuisent au score, qu'on fait d'autres choses de différents et vice-versa. Donc, faut maîtriser le calcul du score pour être sûr que on fasse pas de la conformité aveugle, un peu comme tu mentionnes, pas parce qu'on est conforme qu'on est sécuritaire, mais au moins ça nous indique, puis il faut justement de cet aspect-là de bien maîtriser, puis qu'on
qu'on fasse pas aveuglément confiance à cet élément-là. Puis je vais faire juste, tant qu'être dans l'air du temps, faut comme pas faire confiance aveuglément à ChatGPT non plus, là, parce que ça peut nous mener dans des drôles de situations. Je dirais plutôt pas du tout lui faire confiance. faut s'en servir. Ça reste un outil. Et effectivement, les scores, c'est un outil qui nous parle parce que c'est une référence sur laquelle on arrive à se comprendre et à s'entendre. En fait, c'est surtout sur ça pour fournir les travaux. Et lorsqu'il y a un fournisseur qui en même temps énonce la liste des bonnes pratiques et qu'il nous dit qu'en fait on en dérive, pas besoin de tourner autour du pot comme on dit, c'est qu'on est en train de s'éloigner d'une bonne pratique. Donc autant essayer de l'écouter. Ça veut pas dire forcément qu'on va implanter toutes ces solutions. Faut pas non plus être naïf. On va pas besoin d'avoir une armada d'outils qui correspondent pas à notre besoin et à notre risque. Il faut toujours être un peu réfléchi et prendre un peu de distance par rapport à ce qui est recommandé. Point intéressant, c'est que ces Secure Score en fait fournissent aussi nativement des recommandations dans la solution de Defender for Cloud. Et si vous voulez en fait suivre ça avec plus longtemps, vous pouvez exporter vos résultats dans du log analytics. Puis là, ça vous permet d'avoir des petits tableaux de bord de suivi, à savoir ce qui s'est passé depuis 3 mois, 90 jours, ce qui est la même chose, mais une semaine. On peut voir l'influence, par exemple, on a déployé dans ce sprint telle ou telle nouvelle fonctionnalité. Est-ce que ça a eu un effet positif? Non, en fait, ça s'est dégradé parce qu'en fait, ça a réactivé d'autres choses. Il y a des fois, on le prévoit pas. Là, quand on fait du continuous export, on est capable de voir l'impact des livraisons concrètes et voir effectivement si ça a un effet positif ou pas. Si ça a eu un effet négatif, on peut peut-être se dire que la mesure qu'on a appliquée n'était pas la bonne, ou faut réévaluer. Donc, allez voir les recommandations du côté et le Secure Score du côté de Defender for Cloud. C'est des actionable items. Généralement, ça va être des choses très concrètes sur des ressources très concrètes. Avec des solutions Microsoft, ça veut pas dire que c'est la seule. Microsoft va vous vendre son firewall, c'est normal, ils vont pas aller conseiller une solution externe. Mais si ça vous dit que vous êtes en train d'exposer une machine virtuelle sur le port XYZ et que en fait, non, faut pas le faire. Il faut mettre quelque chose au milieu et là, vous aurez au moins une meilleure posture. Tout à fait. Puis c'est justement, ça va permettre aux équipes de sécurité d'être moins un entrave aux équipes de développement. Puis c'est souvent ce que AWS a popularisé sous le nom de guardrails. Donc on se retrouve avec une structure. Dans le fait, nous, on a de notre côté sécurité, on a nos éléments. C'est sûr que faut avoir le dialogue avec les développeurs. Faut pas être chacun de son côté. Mais au moins, on n'est plus là à tout le temps valider ce qu'ils font et en train de respirer dans leur cou. On a nos outils qui nous permettent justement de mesurer les effets qu'ils font. Puis s'ils font pas bien, d'aller leur dire, leur expliquer, puis justement les aider à cheminer pour que le prochain cycle ou de rapidement corriger une situation qui aurait été non souhaitable. Bien sûr. En plus, ces éléments-là peuvent être convertis en politique. C'est-à-dire que quand ça fait 3-4 fois qu'on relance des équipes en leur disant mettez des règles de pare-feu vraiment le plus fin possible, quand ça ne s'applique pas, là, on est capable peut-être d'aller mettre des politiques, soit dans le cloud, soit dans le code, en amont dans les pipelines pour dire ça n'arrivera plus maintenant, ça va échouer au niveau de la build. Le problème ne se représentera plus, on est tous contents parce qu'on a tous accepté que c'était un risque non négociable. Et puis quand c'est un outil externe comme ça, natif, ça permet d'avoir une discussion factuelle et puis de comprendre est-ce que c'est un vrai problème ou pas. Donc ça, c'était Defender for Cloud. Comme je disais, il a plein d'autres fonctionnalités. Ce qui est intéressant, c'est que il classe aussi ses recommandations lorsque vous avez les options avancées dans différents domaines. Il classe ça par thématique, par exemple, de sécurité réseautique, de protection des endpoints, de protection de la donnée. On se retrouve sur des thématiques un peu qu'on retrouve dans des domaines de conformité, par exemple, sécurisation de la donnée en transit, au repos. Il y a même une catégorie Incident Response. Et en même temps, les contrôles qui sont à l'intérieur de ces recommandations et qui sont ces contrôles faits par Defender sont inspirés ou sont tout simplement d'autres contrôles qui sont utilisés dans différents frameworks comme le NIST. Donc, Microsoft a fait son propre système, qui est sa version, on va dire, un merge, une fusion un peu de tout ça. Donc, c'est un bon point de départ.
Hop là. Identité maintenant. Si vous utilisez Azure, vous utilisez forcément de l'identité Azure AD, ça vient avec. Nativement, on n'y pense pas, on peut se dire que c'est un service hébergé, géré par Microsoft, donc ça doit être sécuritaire. Bah non. Parce que la partie responsabilité, gestion des comptes, les mots de passe, la sécurisation des comptes, ce genre d'éléments-là, clairement de la responsabilité du consommateur, du client, celui qui achète le produit et qui le configure. Puis si on a choisi d'avoir un mot de passe qui n'était pas bon, puis d'autoriser la connexion depuis n'importe où dans le monde sans avoir de double protection, c'est notre responsabilité. Il y a un outil dans Azure AD, ou du moins il y a un InBlade, je crois que ça s'appelle comme ça dans Azure, qui permet d'avoir une évaluation de l'implantation des bonnes pratiques de sécurité orientée identité. Là, c'est pareil, hein, faut faire attention parce qu'ils font une comparaison entre, par exemple, notre score, ce que Microsoft donne un score, et les entreprises typiques dans le même secteur. C'est pas parce que les autres ne sont pas bons qu'il faut forcément être fier d'être un petit peu au-dessus. Il faut toujours évaluer un peu le score et la problématique qu'on peut voir là-dessus. Il y a des choses qui sont non négociables. Par exemple, si on n'a pas d'accès de secours, si on n'a pas de MFA sur des comptes avec des accès en écriture ou qui sont potentiellement dommageables, faut pas regarder les autres compagnies, comment est-ce qu'elles font. Faut regarder ce problème qui est un risque majeur et qui est non négociable. Est-ce que ça va coûter de l'argent? Oui, potentiellement, s'il faut mettre en place des mesures. Mais c'est un mal nécessaire parce que ça va coûter beaucoup plus cher le matin où vous allez vous réveiller et que des données ont été détruites, ou un lundi matin et que votre fin de semaine aura servi à faire du crypto mining dans votre abonnement Azure parce que quelqu'un a utilisé une identité depuis Azure AD. Moi, j'irais vraiment sur l'impact qu'il peut y avoir au niveau de l'identité. Il y a des choses qui après ne s'appliqueront pas dans votre contexte, mais toujours vraiment regarder quel pourrait être le risque le plus dommageable. Et puis surtout, identifier les utilisateurs le plus à risque. Tous ceux qui ont des accès dans votre infrastructure en écriture ou en modification, déjà, ceux-là peuvent être très destructeurs. Point important aussi qu'il y a à regarder toujours dans ces éléments-là, et ça sort un petit peu de ce cadre, ça va être les partenariats externes que vous pouvez avoir sur la gestion de vos infras. Par défaut, lorsque vous faites du delegated, vous déléguez votre gestion à une autorité externe, donc vous vous laissez une latitude à l'entreprise ou à l'organisation à qui vous déléguez d'avoir des accès dans votre organisation et vous perdez une partie du contrôle. Parmi les recommandations de Microsoft d'un point de vue Azure, c'est pas d'avoir justement des comptes externes dans son organisation. Donc il faut toujours garder le contrôle de l'identité dans son organisation pour être certain d'être en maîtrise et pouvoir implémenter les différentes mesures à ce niveau-là. L'Identity Score vous permet de suivre ça à haut niveau. Ouais, puis c'est important d'avoir le plus haut score possible, même si les comparaisons. Puis je sais même pas sur quoi ils se basent les comparaisons, parce que moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, les autres entreprises ou entités dans le même secteur sont toujours poches. Sont toujours genre à 10% et moins. Fait que j'ai jamais vu. Fait que tu sais, je suis très inquiet des autres entreprises dans ces secteurs-là, parce que s'ils visent à être aussi bas que ça, je serais très, très inquiet. Moi, je visais plus un 80-90% dans la mesure du possible. C'est sûr que c'est très difficile avec l'identité parce qu'il y a plein de subtilités. Puis des fois, les moteurs de Microsoft ne lisent pas bien les configurations. Fait que des fois, ils interprètent pas tout à fait bien les résultats. Fait que ça donne un score plus bas. Mais dans la mesure où on est capable de comprendre puis on lit toutes sortes, parce que tout est quand même assez bien décrit, ça explique où aller faire les modifications. Fait que, tu sais, vraiment, il nous tient par la main. Et on est capable de voir qu'il y a probablement mal lu la config qu'on a mis parce qu'elle est trop subtile pour son engin d'analyse, ou on a des solutions alternatives qui justement nous protègent adéquatement selon ce que Microsoft juge comme étant pertinent. Mais c'est très intéressant à suivre ça dans le temps. Puis si ça se dégrade, ça c'est grave. Typiquement, c'est le genre de choses qu'il faut regarder à chaque changement majeur ou à chaque configuration, même mineure, des conditional access par exemple. Ça peut dramatiquement abaisser le niveau de sécurité. Ce genre d'éléments-là. Et effectivement, moi, généralement, je recommande aux clients d'être au-dessus de 80. Ça veut dire que déjà, les gros problèmes ont été corrigés normalement ou adressés.
et qu'ensuite c'est un marathon. L'idée est tout le temps de s'améliorer, d'aller vers le haut et pas de redescendre d'année en année ou de mois en mois. Avoir un 100%, ça n'arrive jamais. C'est une cible, c'est pas forcément une finalité, mais c'est une cible qui se repousse constamment. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet, il y a des nouveaux challenges, donc il faudrait évaluer. Moi, j'irais pas sur un 100%, mais j'irais peut-être sur une interdiction de descendre en dessous de 85, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être plus intéressantes. On ne descendra jamais en dessous d'un certain niveau. Parce qu'on n'activera plus des protocoles désuets et non sécuritaires, par exemple. Outil suivant dans la toolbox Microsoft, c'est le AsGovVis ou Azure Governance Visualizer. C'est un outil qui fournit un dashboard en format web avec toutes les données. C'est un outil intéressant pour généralement les gestionnaires ou les architectes, même les auditeurs. C'est pas un outil qui est accessible à partir du portail, c'est un outil, le code est dans le GitHub, qui est aussi une solution de Microsoft aujourd'hui, et qui est référencé dans la toolbox ou dans la liste, dans la boîte à outils du Cloud Adoption Framework, dans la section Ready. Donc c'est reconnu comme un accélérateur. Ça permet d'avoir un instantané. C'est très difficile lorsqu'on parle de gouvernance, d'organisation, lorsqu'on a des pages et des pages de documentation, d'avoir une perspective. Des fois, c'est bien d'avoir une vue graphe, par exemple, ou un peu plus structurée. Lui va vous générer un beau petit graphe, par exemple, avec votre management, avec votre tenant à la racine, vos subscriptions, et puis il va faire une petite révision au niveau de votre airbag. Il va vérifier vos blueprints, rapidement votre consommation, quelques recommandations au niveau des limites. Ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est toujours des choses aussi à vérifier, les costs et les limites. La configuration des diagnostics, pas de diagnostic log ou pas de policy à ce niveau-là, et c'est des drames qui peuvent arriver par la suite. Les activations de Defender, c'est sûr que c'est une solution Microsoft, donc lui va vérifier que Defender est activé partout. Mais si vous avez une autre solution de détection des menaces, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de Defender for DNS ou je ne sais quoi. Ça, c'est typiquement des analyses qu'il faut comprendre en interne. Microsoft va pas vérifier qu'un outil externe est actif. Peut-être pas trop l'intérêt, aucune société commerciale fait ça. Mais c'est toujours intéressant. C'est certain que si vous avez aucune connaissance de ce que vous avez dans votre infrastructure, si vous voyez que vous avez ni Defender ni rien, ça veut dire que vous avez un manque fonctionnel à ce niveau-là. Il peut aussi vérifier quelques petites informations comme des external accounts ou des essais. C'est vraiment un outil de prise d'empreinte au niveau gouvernance et voir les bonnes pratiques qu'on aurait dans une landing zone typiquement, voir comment ça se comporte. Petit ajout, il s'appuie aussi sur un projet qui s'appelle PS Rules qui lui permet aussi de faire une partie d'évaluation et d'avoir un ensemble de vérification de contrôle dans votre environnement. Donc lui, il exécute un peu plus de 200 contrôles et donc ça vous fait un beau petit tableau Excel avec est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct ce que vous avez configuré. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est toujours intéressant. Et puis ça donne une bonne petite impression un peu pour savoir ce qu'on a. Et puis ça peut permettre aussi de documenter indirectement l'infrastructure lorsqu'on veut avoir un état des lieux. Hop. Outil suivant, je ne l'ai pas encore pratiqué celui-là, mais il peut être très complémentaire aux équipes qui veulent faire une petite révision de configuration de leur infrastructure sans forcément avoir besoin d'avoir un accès à Defender for Cloud. C'est Azure Quick Review Rules. Azure Quick Review. C'est un outil en fait qui redéfinit un ensemble de règles avec un peu comme pour l'avoir dans un... Pardon. Petite coupure réseau. C'est un outil qui va définir un ensemble de règles et en fait on peut probablement en définir nous-mêmes. Il va aller faire de la vérification du naming convention par exemple, vérification des diagnostic settings, vérification du availability zone. Il a des ID et un peu comme dans un système à la Pester par exemple chez Microsoft, en fait on va avoir une valeur à vérifier et une expected value, puis si c'est en fail, en fait on va avoir une sévérité. C'est assez simple, ça génère un petit Excel, toujours intéressant là aussi lorsqu'on veut faire un petit report assez rapide sur une région, sur un abonnement, voir qu'il y a par exemple certains services qui sont pas correctement configurés, on peut avoir une petite
petite review très rapide. Outil suivant, aussi fourni, disponible dans le GitHub de l'équipe Azure. Ça s'appelle CCO Insight. Là, on n'est pas forcément dans un outil purement équipe opérationnelle de sécurité. Ça peut être intéressant pour les équipes de gestion ou pour les responsables d'abonnement ou de business unit, par exemple, lorsqu'on gère un ensemble, un management de groupe ou de product. C'est un dashboard Power BI. Ça permet d'avoir des indicateurs et d'avoir en un seul tableau avec plusieurs tables des informations sur les subscriptions, sur les menaces en cours, sur les locations, là où sont les ressources. Ça permet d'avoir des informations sur les contributeurs. Ça peut se connecter par exemple à Azure DevOps ou à GitHub pour avoir aussi un petit tableau de bord. C'est un outil qui n'est pas forcément à vocation, on va dire, intervention ou action pour corriger des problématiques, mais c'est pour avoir une comment dirais-je, un instantané ou un suivi pour savoir un peu c'est quoi l'état des lieux de l'infrastructure au moment T. Un dashboard. Je sais pas si tu as déjà utilisé ce genre d'outil. Pas lui spécifiquement pour le volet Azure, mais oui, j'en ai vu des outils similaires qui donnent que pour les gestionnaires, ça leur donne une vue intéressante, disons, pour les aider à les guider puis à comprendre comment les choses se déroulent. Et peut-être un élément peut-être mieux mâché que qu'est-ce que peut-être les équipes pourraient remonter comme information aussi. Là. Ben, c'est un peu de savoir, par exemple, toujours intéressant lorsqu'on a une quinzaine d'abonnements, trentaine, centaine, peu importe, dans lequel il y a le plus de ressources, dans lequel il y a les ressources les plus attaquées, dans lequel on a des problèmes, et voir une carte de où sont nos ressources dépendamment de nos intérêts. C'est pas toujours intéressant à certains niveaux d'avoir le bit and byte, de savoir que il y avait un utilisateur qui était pas dans le bon groupe. C'est pas forcément ça qu'on veut avoir à un certain niveau lorsqu'on veut piloter. Donc là, c'est vraiment un outil de pilotage à ce niveau-là, haut niveau pour avoir. Après, c'est du Power BI, hein, donc il y a un ensemble de queries qui sont utilisées à l'intérieur, donc c'est modifiable. C'est de la visualisation de données. Allez, encore un autre outil dans la boîte, dans le GitHub Azure de Microsoft. Donc, c'est Template Analyzer. Celui-ci, je l'ai pas expérimenté, mais en tout cas, je vais travailler dessus, je pense, cette année. C'est un complément un peu comme on aurait avec des TerraScan ou des check-offs. C'est un outil fait pour faire de l'analyse d'infrastructure par le code. Et pour vérifier l'application des bonnes pratiques. Nativement, il vient avec un ensemble de bonnes pratiques à vérifier. Et là où c'est intéressant, c'est que lui, et comme c'est Microsoft, il est compatible Bicep et ARM. Et il peut venir tout à fait complémenter en fait ce que vous pourriez voir d'un point de vue gouvernance à un moment donné. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez du code qui nativement déjà a des problèmes de configuration, de mauvaise configuration, parce que ça arrive dans l'info nuagique où ça ne respecte pas nos attentes. Lui va être là pour venir les détecter, et puis si vous l'insérez en fait dans un pipeline, il va être là pour le bloquer idéalement, parce que il va y avoir un test qui est en échec, puis si votre pipeline est monté pour échouer lorsqu'il y a un test en échec, ça n'ira pas plus loin. Ça veut pas dire qu'il faut faire sauter la règle du côté cloud, parce que si quelqu'un arrive à bypass ou à contourner plutôt le pipeline, il faudrait pas qu'il puisse le faire directement depuis un portail. Mais il va permettre de ramener le problème au plus proche de la source, le développeur, le sysadmin ou l'architecte qui a poussé son code et qui n'avait pas respecté la règle. Ouais, c'est d'autant plus important ce genre d'élément-là. Puis malheureusement, je ne le vois pas suffisamment assez autour de moi, mais la gestion de l'infrastructure, parce que c'est vraiment au niveau du IAC, c'est-à-dire le code de montage d'infrastructure doit être géré comme du code. Comme les autres, à l'heure actuelle, les gens gèrent ça à la pièce, pas comme avec les mêmes structures que les développeurs. Là, tu parlais de pipeline, effectivement. Mais la graduation se fait automatiquement comme du code aurait dû faire ça automatiquement. Fait que ça, c'est très bien d'avoir des outils qui viennent justement effectuer la qualité, vérifier la qualité qui est associée au code et donc ainsi aux infrastructures, incidemment, qui ne viendra pas injecter des choses supplémentaires dans les infrastructures là, et non voulues.
idéalement, lorsqu'on a une certaine maturité, une certaine pratique, puis des équipes qui ont eu suffisamment évolué, on peut partir du postulat de déjà écrire la règle attendue, le test, et ensuite faire le code jusqu'à ce que ça passe. Une fois qu'on a écrit la règle de policy qui vient bloquer ou qui vient corriger dans l'info numérique, puis la règle en fait au niveau de l'analyse de code, les développeurs d'infrastructure, les anciens sysadmins ou les DevOps, on leur donne plein de noms, les SRE, vont pouvoir faire leur code d'infrastructure et ça va pouvoir passer, les tests sont déjà là. Là où c'est plus problématique, c'est quand on a déjà déployé de l'infrastructure et qu'ensuite on essaye de mettre ces éléments-là. Généralement, on va passer par un modèle de policy, on va être en audit, on va essayer de resserrer et on va retravailler sur cette partie-là. Idéalement, il faut toujours passer par là, c'est plus coûteux parce que ça prend du temps, mais par contre, on a une garantie du résultat un peu plus fiable et on a un meilleur contrôle et puis la vélocité vient en augmentant la livraison. Ça fait un peu le tour des outils natifs Microsoft. Il y en a plein des autres outils qui peuvent aider à faire ça. Il y a des outils comme ScotSuite, comme SteamPipe ou autres qui peuvent faire de l'assessment. Mais ça, j'ai essayé de faire un focus vraiment sur la partie outils Microsoft fournis par Microsoft ou par des collaborateurs de Microsoft. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi et qui sortent un peu de ces cadres-là lorsque vous faites un assessment. Ça va être, tu en parlais tout à l'heure, ça va être de la partie des guardrails. Typiquement, ça va être quelque chose qui va être un peu... Il va falloir vérifier le moyen de faire l'assessment, la révision ou estimer la posture. Mais fixez vos guardrails. Le gouvernement canadien, par exemple, a un GitHub qui fournit une liste de guardrails. Allez voir ça, là, ça va vous donner une idée d'à quoi s'attendre. Typiquement, interdire des routes access ou des routes login. Il va falloir vous poser la question à quel niveau est-ce que vous vérifiez ça? Est-ce que vous vérifiez dans les logs? Est-ce que vous vérifiez au niveau des politiques? Est-ce que vous allez le vérifier au niveau des machines? Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller voir. Le data location, c'est un classique. Comment vous allez vérifier ça? Est-ce que vous avez des dashboards? Est-ce que vous avez des reports? Est-ce que vous avez des politiques qui le bloquent? Donc les guardrails, je pense que c'est vraiment un point de départ. Dernier petit outil qui est aussi un peu partie du CAF, qui est le As Naming Tools. Ça peut paraître anecdotique, les conventions de nommage et d'étiquettes, mais en fait, des bonnes étiquettes et bonnes conventions de nommage vont accélérer en cas d'incident. Bien comprendre qu'il faut identifier une ressource et si on connaît le cost center, le propriétaire, le risque ou la criticité des données à l'intérieur, ça peut fortement aider à ne pas perdre du temps sur quelque chose qui n'a aucune valeur, alors qu'à côté, il y a un asset d'une grande valeur qui est en train de brûler. Absolument. Puis en fait, beaucoup de IR en physique, c'est plus facile parce que c'est facile de contrôler ou de comprendre ce qui est en place. En info numérique, la quantité, l'étendue des systèmes est telle que c'est plus possible d'avoir dans sa tête à tout moment l'ensemble de l'infrastructure. Donc, à ce moment-là, d'avoir différents points de référence vont accélérer. Puis la différence de temps, c'est juste de perdre 1 heure en gestion d'incident. Sur ça peut être plus dramatique qu'on peut l'imaginer. Donc, on peut se retrouver avec soit plus de frais ou plus de données fuitées ou plus ça. Puis 1 heure, c'est pas ça semble pas beaucoup. Mais pour un attaquant, 1 heure, c'est une plage de temps énorme dans laquelle il peut évacuer plein de choses. Surtout s'il nous a vu commencer à agir en IR, il va paniquer puis il va accélérer son traitement. Là. Ouais, bien sûr. Alors, là encore, comme toutes les règles, c'est pas parce qu'il y a des tags qu'il faut ignorer tout ce qui n'aurait pas de tag. Mais typiquement, les tags, c'est des choses qui sont fortement recommandées. Ça peut créer des automations aussi, par exemple. Ça peut servir à automatiser certains points ou certaines réactions. Si vous mixez ça, par exemple, avec du threat intel, vous êtes capable de savoir que par exemple, un storage qui se retrouverait avec un nom et qui serait public et qu'on arrive à retrouver des données sur Internet parce que lui avait été tagué, ça vous permet de faire de la corrélation très rapide en voyant qu'il y a des choses qui sont anormales. Ça vous permet de vraiment cibler votre focus sur les points importants. Autre point qui est souvent révélateur, c'est que s'il n'y a pas de convention de nommage, c'est que les équipes se parlent
ou qu'il y a personne qui est en train de guider. Donc c'est quand même révélateur d'une perte de contrôle indirectement, parce que si tout le monde fait ce qu'il veut, au final, ça fait un peu n'importe quoi. Ça fait un joli brouhaha, c'est correct, c'est agréable dans un laboratoire. En production, c'est peut-être un peu moins le fun lorsqu'on retrouve des choses vraiment différentes. Et on a tous un peu un jour ressenti ça dans un logiciel où on se rend compte que ça répond pas de la même façon quand on est dans une fonction ou dans une autre, ou qu'on passe d'un logiciel à un autre alors qu'on est dans la même suite. Et on se rend compte que c'est pas les mêmes équipes qui ont travaillé. Il n'y a pas eu la même philosophie derrière. Il y a quelque chose qui est anormal. Dans l'info nuagique, ça peut fonctionner comme ça si on n'a pas de cadre. La convention de nommage, les politiques, c'est un peu le début du cadrage à ce niveau-là pour essayer d'être un peu plus clair. Ça fait un peu le tour des points que j'avais au niveau des révisions. Il y a encore des centaines d'autres éléments qui peuvent être abordés, mais si je résume, Advisor, ça va vous donner des instantanés de recommandations. Defender for Cloud, Secure Score, ça va vous donner une tendance et des recommandations actionnables. Encore une fois, c'est des recommandations, il ne faut pas forcément prendre la solution qui vient avec, même si des fois, elle peut être plus simple. Politique, ça va vous aider à éviter d'avoir à regarder des recommandations que vous avez corrigées 10 fois. Régler le problème à la source. Et puis, mettez en place des tableaux de bord ou des suivis. Ça va vous permettre d'avoir une vision, en fait, de c'est quoi la tendance. Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions ou est-ce qu'il faut réorienter vos stratégies par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. C'est super intéressant. Je pense que c'est un très bon survol des outils qui sont à notre disposition. Ils sont, dans le fond, très pertinents. Puis, si vous n'utilisez pas, utilisez-les maintenant parce que vous allez voir. Et puis, pour l'avoir vu chez certains clients, une fois qu'on a ouvert ça, des fois, on a un peu peur de ce qu'on découvre. Mais c'est justement un outil. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, puis ont laissé rouler un tenant pendant 2 ans, tous les outils, tu regardes en dessous du capot, puis c'est un peu surprenant ce qui peut se passer. Puis ça, en même temps, ça se règle super rapidement par après, une fois qu'on a découvert qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est très utile et très pertinent de faire ce genre de choses-là. Surtout si on ne veut pas faire les nouvelles, puisque ça a l'air d'être pas mal la mode ces temps-ci de faire les nouvelles sur ce genre de choses-là. Je te remercie énormément. Super intéressant. Je crois qu'on va peut-être en recreuser certains de ces outils-là plus profondément, parce qu'on a vraiment fait un survol. Encore une fois, merci. De rien. À la prochaine.